Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui Émilie Gervais qui vient nous parler du Rassemblement pour la santé mentale de l'ACSM Montréal. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question des citations célèbres sur le mensonge. En début de deuxième demi, notre collaboratrice F. Cardinal vient nous parler de santé mentale du proche aidant. Tout ça dans le menu de Folie douce où vous écoutez l'émission numéro 791. Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce qui traite de santé mentale depuis 1991. J'accueille mon invité qui est Émilie Gervais. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble du Grand Rassemblement pour la santé mentale, un événement qui a eu lieu pour la première fois il y a quelques temps. Qui va revenir aussi. Vous êtes conseillère aux communications, chargée de projet chez l'ACSM, Division du Québec et filiale à Montréal. C'est bien ça, C'est bien ça. Donc, comment on peut d'abord définir ce que c'est l'ACSM? L'ACSM, c'est un organisme communautaire de Montréal qui existe depuis 40 ans déjà et qui est membre d'un réseau pan-canadien. Donc, il est vraiment spécialisé en promotion-prévention de la santé mentale. C'est ça, parce qu'on a un bon historique, en fait, comme vous dites, une quarantaine d'années, c'est quand même beaucoup. Oui, tout à fait. Puis ailleurs, au Canada, c'est présent aussi, donc c'est probablement des associations qui s'adaptent bien au secteur, parce que oui, il y a des problèmes de santé mentale un peu partout, mais il y a sûrement des spécificités au niveau du Québec, par exemple, puis Exactement, Montréal. chaque filiale répond aux besoins de la région. Selon les besoins et les services nécessaires. C'est ça, la région s'adapte bien. Donc, il y a eu finalement une première édition du Grand Rassemblement pour la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, ça a eu lieu le 14 septembre 2019 à Montréal, sur l'esplanade du Parc olympique. Oui. Pour faire une brève histoire, en fait, pendant 10 ans à Montréal, il y a eu une marche qui était organisée dans le but de lutter contre la stigmatisation envers les personnes atteintes de maladies mentales. Et c'était organisé par la Fondation Montreal Walks for Mental Health ou encore Montréal Marche pour la santé mentale. Et après 10 ans, le comité organisateur a conclu, en fait, qu'il était temps de passer à une prochaine étape. Ils nous ont confié le mandat, en fait, de reprendre la relève. Donc, nous, on arrivait avec une nouvelle formule complètement. Et dans le but d'être vraiment plus inclusif, on a décidé de faire ça sous une forme de grand rassemblement plutôt qu'une marche, afin que les personnes qui avaient des problèmes de mobilité puissent aussi participer et en profiter. Et pourquoi un rassemblement? Pourquoi? C'est la marche, on peut comprendre. Dans le fond, c'était un rassemblement aussi, sauf que les gens marchaient, je pense même, c'était au centre-ville, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Surtout c'était vraiment dans le centre-ville. Je crois que la dernière édition, si je me trompe pas, c'était autour du parc Émilie-Gamelin. Oui. Et pourquoi justement, pourquoi c'est important peut-être le rassemblement, de dire on va se rassembler pour parler pour se voir, pour s'échanger? Oui, tout à fait. C'était vraiment l'objectif qui était visé parce qu'on visait à promouvoir la santé mentale puis surtout à lancer un message de solidarité et d'espoir envers les personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale. Ouais. Et c'était une occasion en or pour pouvoir échanger. Alors, c'était la rencontre entre les travailleurs communautaires, les professionnels de la santé, les gens atteints évidemment de problèmes de santé mentale, leurs proches et tous les citoyens qui étaient solidaires à la cause. Donc, c'était un moyen de se voir, de briser l'isolement, de réaliser qu'ils n'étaient pas seuls et surtout de pouvoir échanger sur leur vécu, sur leur établissement, sur les épreuves qu'ils ont traversées. Puis c'est aussi de lancer un message d'espoir dans un cadre festif. Mm-hmm. Parce que la santé mentale, souvent, on l'entraîne d'une façon un peu déprimante et morne. Ouais. Et l'emmener dans un cadre, disons, plus ludique, ça occasionnait aussi des échanges qui dédramatisaient un peu, qui mettaient beaucoup de lumière, en fait, dans le propos, même si l'expérience était toujours aussi valable. C'est ça, parce qu'on a souvent tendance à dire, c'est difficile la santé mentale, c'est triste, c'est se l'est, mais en même temps... On comprend que le processus est difficile. C'est ça, mais en même temps, je trouve que votre idée est bonne de dire, oui, il y a du positif aussi, puis c'est pas vrai qu'on peut s'entraider, puis on peut déjà prendre conscience qu'il y a des gens qui sont intéressés, c'est déjà peut-être des fois un encouragement là, quand soi-même on éprouve des problèmes de santé mentale. Oui, exactement. Puis il y a toujours moyen de trouver une certaine résilience aussi dans le processus. Et comment la CSM a trouvé le premier événement finalement assez bien pour en faire un deuxième? Mais comment, est-ce que vous aviez des appréhensions? Est-ce que vous aviez peut-être des objectifs? Est-ce que vous aviez des buts avec cet événement-là? Puis est-ce qu'ils ont été atteints? Oui, tout d'abord, c'est sûr que
quand on fait un événement extérieur, on est vraiment laissé aux aléas de la météo. Ouais, donc, c'était une journée qui était un peu plus difficile au premier abord. Donc, peut-être que ça a découragé certaines personnes. Mais bref, il y a quand même 360 personnes qui se sont déplacées. Okay. Donc, 30 organismes communautaires qui ont pu échanger. L'événement a commencé de la façon suivante. Tout le monde, à leur arrivée, recevait un petit flacon. Et il y avait Yann Kelly, un des artistes qui était beaucoup impliqué dans les marches les dernières années, qui a dévoilé une chanson spécialement composée pour l'événement sur la santé mentale. Okay. Et au moment où il l'interprétait, tout le monde a pu ouvrir le flacon et souffler des bulles à savon. Donc, c'était comme un moment magique et rassembleur où tout le monde, dans un geste, si on veut, de communion, mais avec un message vraiment de solidarité qui était vraiment bien supporté justement par nos maîtres de cérémonie. On a pu... Faire des bulles à 350 personnes. C'était beau. C'était un beau moment. Oui, c'était un moment assez fort. Puis, par la suite, mais là, il y avait des bandes qui jouaient et tout ça. On avait Ro et Marie qui étaient une famille extraordinaire où même les enfants chantent et dansent ensemble, qui ont vraiment bien animé la foule. Et on avait des kiosques un peu partout sur le site. Le site, c'était les jardineries de la Pépinière. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les installations, là, mais c'est vraiment fait de façon ludique, vraiment de façon confortable, avec des tables de pique-nique, des chaises un peu partout. Donc, les gens ont pu s'asseoir, échanger. Il y avait des activités pour toute la famille. Il y avait du maquillage, de la zoothérapie. Les enfants ont vraiment adoré les animaux de assist animal. Mais surtout, il y avait le CIUS du centre-ouest et de l'est de Montréal qui était là pour donner des informations sur le guichet d'accessibilité. Okay. Comment, devant l'organigramme des services de santé et des services sociaux, comment est-ce qu'on peut se retrouver, à qui on doit s'adresser selon nos besoins. Il y avait aussi le répertoire 211 Grand Montréal, où vraiment les gens pouvaient poser des questions sur quels services communautaires il y avait dans leur région, dans leur quartier, selon leurs besoins spécifiques, justement, vous pouvez être orienté. Ouais. Donc, c'était vraiment un moment clé pour les gens de retrouver des ressources aussi également. C'est souvent difficile, c'est ça, les gens qui cherchent des ressources, souvent, ne savent pas trop par où commencer. On pense au CLSC, exactement. à l'hôpital, bon, mais il y a plus que ça. Là, exactement. Il y a plus de guichets que ça, il y a des organismes communautaires dans des secteurs, il y a sortes de ressources qui sont peut-être moins connues. Là. Oui, et tantôt on parlait d'échanges, et justement on avait des gens de le groupe Reprendre Pouvoir qui étaient là justement pour échanger spécifiquement sur leur processus de rétablissement et sur leur vécu expérimentiel, c'est-à-dire que oui, ils sont atteints d'un problème de santé mentale, mais c'est surtout des citoyens engagés qui sont capables d'avoir une vie pleine et remplie et de justement apporter un échange avec les gens qui, eux, étaient dans un processus peut-être de rétablissement un peu plus difficile, mais c'est apporté beaucoup de lumière et d'espoir, puis on a vraiment assisté à des beaux échanges. Il y a eu beaucoup d'émotions de certaines personnes, il y avait des câlins, des accolades et tout ça. Ouais. Donc, c'était vraiment un moment privilégié et magique. C'est un événement qui se passait un samedi, je pense, c'est tout ça? Tout à fait, le samedi, oui, un samedi après-midi. Est-ce que ça dure plusieurs heures? Oui, c'était de 13h à 16h, en fait. Donc, comme une bonne partie de l'après-midi. On a le temps d'installer des choses, puis donc de faire des contacts, ça. Oui, tout à fait. Puis il y avait aussi un mur de l'espoir. Donc, les gens étaient invités. On leur demandait, en fait, qu'est-ce qui contribue à une bonne santé mentale pour vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et les gens avaient un carton où on pouvait écrire ce qui leur venait en tête. Et là, on les collait sur un immense mur et ça faisait une mosaïque, en fait, de plein d'idées. Et de plein de vécus aussi. C'était vraiment beau à voir. Il y a quelque chose de positif parce que longtemps, la santé mentale a été un peu traitée, encore aujourd'hui dans certains médias, puis je pense que ça commence à tranquillement s'améliorer, mais ça a été long, puis c'est encore long, le tabou, la stigmatisation, tout ça. Oui. Mais c'est intéressant de voir des choses comme ça parce que, tu sais, ça coûte pas si cher, il faut juste avoir des idées, il faut juste être capable de s'organiser, puis que les gens participent. Tu sais, le nombre fait en sorte que ça devient... ça fait un événement. Tu sais, si personne participe, on n'a pas le même impact. Mais là, le fait qu'il y a plusieurs personnes, 300 et plus, donc ça donne une dynamique qui est intéressante à voir. Exactement. Puis c'est important d'en parler. Justement, ça met en lumière le fait que la santé mentale est importante au même titre que la santé physique. Oui. Oui, tout à fait. Vous êtes donc aux communications à la CSM. Est-ce qu'avant de travailler à la CSM, vous étiez déjà intéressé par le sujet de la santé mentale? Ou Mais écoutez, on a tous
une personne sur 5 au Canada, au cours de sa vie, va être atteinte de troubles de santé mentale. Donc, on a tous des proches qu'on connaît de près et de loin. Donc, oui, j'ai été sensibilisée au cours de ma vie. J'ai rencontré des gens qui ont vécu certaines problématiques. Exactement. Est-ce que ça a quand même votre implication dans la CSM? Est-ce qu'elle change des fois votre perception de certaines choses? Que vous voyez plus de choses? J'ai l'impression de voir le monde de l'intérieur, comment les organismes communautaires fonctionnent, puis la panoplie, aussi l'éventail de services auxquels souvent on n'est pas au courant, puis on n'a pas idée à quel point il y a autant de personnes qui sont impliquées, qui souhaitent aider, en fait. Oui. Et comment vous voyez, est-ce que c'est peut-être encore tôt, parce que j'imagine que la deuxième édition, il va peut-être avoir certains changements, mais vous êtes, j'imagine, de votre côté de la CSM, vous êtes assez content de la programmation que vous avez mis en place. Parce que c'est pas évident. Oui, tout à fait. C'est ça, de partir à un autre événement. Là, on a eu une super bonne rétroaction, puis d'ores et déjà, justement, je peux annoncer qu'il va y avoir certainement une autre édition en 2020. Ouais. On va réserver d'autres surprises, évidemment. On va revoir la formule, justement, pour surprendre, pour intéresser les gens davantage. Et puis, j'ai parlé tantôt d'une chanson qui a été dévoilée par Ian Kelly. Ouais. Je suis heureuse de vous annoncer, en fait, que la chanson en tant que telle va être interprétée par un collectif d'artistes québécois. Donc, il va y avoir 4 artistes. Je dois malheureusement taire les noms, là, dont une artiste bien établie au Québec qui n'a pas besoin de présentation. Donc, aussitôt que ça va sortir... ça va être disponible dans vos... On va mentionner d'ailleurs tantôt, avant la fin de l'entrevue, là, le Facebook et tout ça, c'est sûr que c'est une bonne façon de s'informer si on veut en savoir plus. Est-ce que ça porte un nom, la chanson qui a été composée pour l'événement? C'est peut-être à dévoiler. Oui, ça va aller avec tout le reste de l'information à venir. C'est fort intéressant. On a encore quelques instants pour en parler. On va évidemment donner les coordonnées, mais la CSM, est-ce que les gens de base peuvent téléphoner la CSM quand ils veulent avoir des informations sur la santé mentale en général? Est-ce que ça existe ou vous êtes plus comme un... Oui, tout à fait, mais nous, on spécialise vraiment plus dans les campagnes de sensibilisation et dans la formation. Donc, on a beaucoup plus d'ateliers, de conférences. On va même au sein des organisations. On a été récemment dans des cabinets d'avocats, dans la ville de Montréal. On va rencontrer les équipes sur place. On a un gros volet en ce moment de santé mentale au travail. Donc, on vient sensibiliser les gens sur les lieux de travail, justement. C'est pas comme un guichet, tu sais, où les gens peuvent vous appeler puis avoir de l'information. C'est pas vraiment C'est moins notre créneau, exactement. Exactement. Oui. C'est ça. Et donc, si on pouvait savoir peut-être les coordonnées, les différentes coordonnées on peut plus en savoir peut-être sur l'événement, puis même tout ce qui se passe au niveau de la CSM. Mais pour Montréal. tout suivre, en fait, les activités de la CSM, je vous invite à visiter lacsmmontréal.qc.ca et vraiment poursuivre nos actualités. La page Facebook, elle est toujours mise à jour. Donc, ACSM, trait d'union, Division du Québec et filiale de Montréal. Et on peut aussi téléphoner si jamais on veut rentrer en contact avec la CSM. Le numéro de téléphone, je peux peut-être le mentionner pour Allez-y. vous. 514-521-4993, 514-521-4993. Votre site web, acsmmontréal.qc.ca. Tout à fait. Donc, c'est ça, on peut tout savoir avec ça. C'est fort intéressant. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Et puis, donc, Émilie Gervais, conseillère aux communications et chargée de projet à la CSM. Et finalement, un bel événement, là, le grand rassemblement pour la santé mentale, c'était un succès finalement. Oui, tout à fait. Puis dans un monde fracturé comme on vit en ce moment avec des incertitudes politiques, socio-économiques, environnementales, là, c'est le sujet de l'heure actuellement. Un rassemblement comme celui-ci a d'autant plus son sens. Oui, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis, bon prochain événement. Et on va certainement avoir l'occasion de se reparler. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors, tu nous amènes à la demande générale les citations célèbres et cette fois-ci sur le mensonge. On a notre série des citations célèbres. Oui, c'est ça. Je trouve toujours des nouvelles catégories. Oui, j'aime ça à l'occasion. Me promener sur les sites ou Internet où on voit les grands proverbes par les grands penseurs. Je me demande si ta première, je ne sais pas, il faudrait retourner dans l'historique, mais je me demande si c'était pas sur Einstein. Un de tes préférés. Oui, on avait fait Einstein, les grandes citations d'Einstein. Mais je me demande si c'était pas ta première, puis ça fait longtemps qu'on en fait je pense que c'était Woody Allen, je ne suis pas sûr, okay. Mais c'était parmi les premières. Et cette fois-ci, le mensonge. Le mensonge, oui, ça, je prends tous ces proverbes-là sur le site Internet leparisien.fr. Donc, le mensonge, qu'on dit les grosses têtes. Oui, qu'est-ce sur qu'on le dit mensonge. mensonge? Il y a un proverbe africain qui dit « Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. » Tu vois? Ouais. Il y a Abd el-Kader, qui est artiste, écrivain, homme politique, décédé il y a longtemps, en 1883. Il avait dit « Le savant
est l'homme par lequel s'opère facilement la distinction entre la franchise et le mensonge dans les paroles, entre la vérité et l'erreur dans les convictions, entre la beauté et la laideur dans les actes. Ouais. C'est assez songé. C'est très songé, effectivement. Il y a Alain Leblé, qui est consultant, conférencier, formateur en France. Il est né en 1956. Il avait dit « Tout mensonge, maintes fois répété, accouche d'une vérité ». C'est à vérifier. J'ai déjà entendu des hommes politiques dire que plus le mensonge est gros, plus tu vas arriver à convaincre les gens. OK. Et finalement, peut-être que la vérité ressorte. Je sais pas. Il y a Michel Camposeo, musicien, auteur, compositeur contemporain. Il a dit « Tant que le mensonge demeure dans nos cœurs, il ne sera pas possible de construire un monde meilleur. Mm-hmm. » Il y a du vrai là-dedans. Ben oui. Il y a l'ancien président américain Abraham Lincoln. Ancien. Oui, ancien décédé en 1865. Ouais. Il avait dit « Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. » Ça, c'est vrai, par exemple, parce que quand quelqu'un dit la vérité, habituellement, il se trompe pas. Là. Ouais. Le mensonge, il paraît que quand on compte tout le temps des mensonges, on oublie. C'est ça. Il faut en inventer de nouveaux. Ça prend quelqu'un de très fort. Oui. Il y a Jean-Jacques Rousseau, qui est artiste, auteur d'ouvrages philosophiques et philosophe, décédé en 1778. Il avait dit « L'astronomie est née de la superstition. L'éloquence de l'ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge, la géométrie de l'avarice, la physique d'une vaine curiosité, toute est la morale même de l'orgueil humain. » Ouais. Ouais. Ça, c'est le genre de citation qu'il faut que tu reprennes plusieurs fois. Il faut la digérer, mais on n'a pas le temps. Il y a Lamartine, artiste, écrivain bien connu, poète, décédé en 1869. Il avait dit « Rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est songe et mensonge, illusion du cœur qu'un vain espoir prolonge. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. » Il y a Friedrich Nietzsche, artiste, écrivain, philosophe allemand. Il a dit « L'État est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement. Et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. » Entre guillemets. Donc, il aimait... Gros mensonge, selon lui. Il y avait le célèbre Mark Twain, acteur et artiste, écrivain américain. Il avait dit « Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. » Et surtout actuellement, avec tous les réseaux sociaux, il y en a du mensonge qui circule vite. Il y en a même beaucoup de fake news, comme on dit. Ouais. Il y a Marc Lévy, artiste, écrivain, romancier, contemporain. Il est né en 1961. Il a dit « Ce qui se construit sur le mensonge ne peut pas durer. » Là, c'est très clair. Ben, des fois, ça peut durer un certain temps. Oui, mais ça finit par s'effondrer comme un château de cartes. Là, ouais. Il y a Charles Soucy, qui est né en 1933 à Pabos, en Gaspésie. C'est un écrivain québécois. Et il a dit « La rumeur, cette vérité qui se promène comme un mensonge de bouche à oreille, qui ne fait pas réfléchir les gens, qui passe comme un soupir au-dessus du vent. » C'est beau, c'est poétique quand même. Ouais. Il y a Gilbert Choulet, capitaine de mon âme, maître de mon destin. Il avait dit « Le mensonge s'abreuve de cris. La vérité se contente du silence. » Paul Valéry, artiste, écrivain, philosophe, poète, décédé en 1945, il avait dit « Le mensonge et la crédulité s'accouplent et engendrent l'opinion. » C'est une façon de voir les choses. Oui. Il y a Émile Cioran, artiste, écrivain et philosophe, décédé en 1995. Il avait dit « Le mensonge, c'est une forme de talent, alors que le respect de la vérité va de pair avec la grossièreté et la lourdeur. » Je ne sais pas, j'arrive pas à la comprendre. Il y a peut-être du vrai faut passer l'émission en reprise puis au ralenti. En boucle. En boucle, c'est ça. Il y a Alexander Pope, artiste, écrivain et poète, décédé en 1744. Il avait dit « Celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu'il entreprend. » 2 petits points, car il faudra qu'il en invente 1000 autres pour soutenir le premier. Oui, c'est pas dans quoi il s'embarque, c'est ça, effectivement. Ça, c'est vrai. Il y a Joseph Goebbels,
homme d'État, homme politique, ministre nazi, décédé en 1945, il avait dit « Plus le mensonge est gros, plus il passe ». C'est un peu comme je t'avais dit en ouverture tantôt. Ouais. Et il y a Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur général, homme d'État militaire français, décédé en 1821. Il avait dit « Le mensonge n'est bon à rien, puisqu'il ne trompe qu'une fois ». Ouais. Il y a Jonathan Pasquier, formateur en management en France. Il a dit « Le sourire est un mensonge universel ». Ça veut dire à chaque fois qu'on sourit, on ment. Non, mais quelqu'un peut sourire sans être vraiment sincère. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Il y a Salim Boudiaf, étudiant en Belgique. Il a dit « Le mensonge est le réel amant d'une femme. Certes, son apparence est invisible, mais ses conséquences sont tangibles. » On va poursuivre, bien sûr, sur la liste des mensonges. Donc, des citations célèbres sur le mensonge plus tard à l'émission. Ça, c'est Pierre. Pas un mensonge. Non, ça, c'est une vérité, ça. OK. Merci, Pierre, pour ce sujet. À tantôt. À venir dans l'émission Folie douce, F. Cardinal nous amène son sujet, la santé mentale du proche aidant. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec les citations célèbres sur le mensonge. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. C'est avec plaisir que je reçois à nouveau F. Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Bonjour, chroniqueuse donc depuis un très très long moment ici à Folie douce avec des sujets variés. Et cette semaine encore, tu nous amènes un bon sujet, la santé mentale du proche aidant. Il y a de plus en plus de proches aidants dans la société avec la population vieillissante ou autre et même le manque de soins peut-être. Fait que les gens ont comme pas le choix des fois de devenir un proche aidant, mais leur santé mentale vaut pas mal plus cher qu'on pourrait penser. Et puis surtout, il faut s'en occuper, je pense. Ben oui, effectivement. Puis Yvan, tu sais, justement, au fil des chroniques, moi, mon objectif, c'est tout le temps de vulgariser un peu puis d'expliquer qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut vivre dans sa vie quotidienne. Et en fait, la santé des proches aidants fait partie de ça parce que, comme tu viens de le dire, on assiste à un phénomène de vieillissement de la population. Ça pourrait être un parent, un ami, un grand-parent et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, au moment où est-ce qu'on devient proche aidant, des fois en le voulant, des fois sans le vouloir? Alors, comment on impose nos limites ou pas imposer nos limites? Comment on les voit nous-mêmes? Comment on vit avec ça? Donc, c'est un peu ça le sujet là, de la chronique d'aujourd'hui. Et il n'y a pas de cours pour les proches aidants. Dans le fond, on apprend sur le tas. Les proches aidants n'ont pas le choix. Il y a une situation. Puis souvent, les gens vont comme s'oublier un peu là-dedans en pensant que, bon, c'est un peu normal aussi de donner nos efforts vers la personne qu'on aide, mais à quelque part, si on s'oublie, ça peut devenir un peu difficile pour nous, là. Bien, tout à fait, comme tu le dis. Donc, comme il n'y a pas de guide pour être des parfaits parents, il n'y a pas de guide, en fait, pour être un parfait proche aidant. Donc, des fois, ça peut arriver qu'on devient proche aidant en le voulant vraiment et en prenant cette responsabilité-là à temps plein. Des fois, ça peut arriver qu'on devient proche aidant parce que c'est un parent. Donc, il y a souvent des phénomènes là, à ce niveau-là psychologique, la culpabilité, la peur de ne pas fournir, la peur de vivre le deuil aussi de la personne aimée. Donc, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. D'abord, par contre, on peut peut-être commencer par définir c'est quoi vraiment la proche aidance selon vraiment un concept là, qui est plus théorique. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est souvent invisible et pourtant un phénomène qui est très réel, qui concerne une grande partie de la population. Et ce qui est intéressant, Yvan, c'est qu'en effet, selon des données recueillies en 2012 au Canada, là, je sais que ça date un peu, mais quand même, c'est selon le dernier recensement ou environ, là, il y aurait 28% des personnes âgées de 15 ans ou plus qui sont considérées comme aidantes. Ça veut dire 8,1 millions de personnes et dont la majorité d'entre elles sont des femmes de façon circonstancielle, de façon démographique. Donc, ça, c'est déjà un point là, qui est important à soulever. Pas tant femmes que hommes, mais au niveau démographique. Du nombre, c'est ça. Non, le nombre est important, oui. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, la proche aidance, on peut définir ça comme étant, en fait, des choses concrètes, comme l'entretien ménager, les soins et tout ça. Mais la proche aidance, selon la définition, va plus loin que ça, donc va au niveau du soutien psychologique. Donc, du soutien psychologique de la personne qui est aidée, mais au niveau aussi de la psychologie de la personne qui est aidante. Donc, ce sont ces sentiments-là qui deviennent complexes pour la personne, des fois qui est aidante, qui devient
subjugué de son quotidien. Hein. Des fois, on a un travail, on a des choses comme ça, des tenants et aboutissants qui font en sorte que malheureusement, et des fois aussi, on peut avoir des problèmes, des fois, ou pas des problèmes, mais un état de santé mentale déjà anxieux, déjà tout ça, et toute la situation ne fait que s'ajouter à ça quelquefois. Beaucoup de proches aidants, effectivement, c'est un ajout à leur tâche. C'est ça, ils travaillent, ils s'occupent déjà de différentes choses et là, ils doivent ajouter du temps. Puis on parle souvent, c'est le facteur humain, c'est encore plus prenant jusqu'à un certain point, tu sais, parce que c'est quelque chose qui émotionnellement, souvent, on est un proche pour la personne, donc ça nous touche encore plus que si c'était quelqu'un qui est moins proche de nous. Alors, ça ajoute au facteur émotion, en fait, puis santé mentale, comme tu dis, là. Bien, absolument. Puis, on a entendu parler un peu là, de l'histoire de Chloé Sainte-Marie et de Gilles Carle Oui. au niveau de la proche aidance. Donc, à quel point il y a une limite à établir comme personne. Puis là, on parlera des ressources un peu qui sont disponibles ensuite, mais comme personne au niveau psychologique. Puis, en fait, c'est que selon les lectures dont j'ai eu la chance de lire et que je veux vous partager là, à toi et au public là, aujourd'hui, c'est que la détresse psychologique que peuvent vivre les proches aidants est d'autant plus préoccupante qu'elle présente certaines caractéristiques spécifiques qui mettent davantage à risque les personnes concernées. Donc, en ce sens, les psychologues qui travaillent auprès d'études et d'aînés, que ce soit au niveau du réseau public, privé, peuvent être amenés à intervenir auprès de personnes qui s'occupent d'un proche âgé qui présente des troubles cognitifs. Hein. Alors là, quand on présente des troubles cognitifs, on aide quelqu'un qui présente des troubles de mémoire. On vit un deuil. Et je m'explique par là, en ce sens-là, c'est qu'on vit un deuil. Par exemple, si on s'occupe d'une personne qui perd la mémoire, il y a toujours un deuil. Le deuil qu'une journée, elle va perdre la mémoire ou des troubles cognitifs pour telle situation. Une journée, ça va être d'autres choses. Donc, on s'attend théoriquement à ce que les choses n'aient pas, entre guillemets, en s'améliorant. Donc, la personne qui est une proche aidante ou un proche aidant vit un deuil et on appelle ça le deuil blanc. Hein, qui est avant le deuil de la personne qui décède physiquement, un deuil psychologique. Donc ça, c'est une pression énorme là, pour les gens qui ont à intervenir auprès de proches comme ça. Et on ne sait pas, comme proche aidant, on ne sait pas comment gérer ça, un deuil. Le deuil qui va venir avant le vrai deuil, comme tu le dis, mais tu sais, on a peut-être qu'on a moins eu ça dans le passé, les gens décédaient plus jeunes ou pour toutes sortes de raisons, il y avait moins, mais là, les gens ont comme tendance à s'occuper justement de leurs proches, quand on parle surtout des personnes vieillissantes. C'est une nouvelle, quelque chose de nouveau à apprendre, là, le deuil blanc, comme tu dis, je connaissais pas même l'expression, là. Bien, c'est ça. Donc, le deuil blanc, c'est d'avoir un deuil que l'on vit quand la personne est vivante au niveau de perte physique et psychologique. Donc, la culpabilité et tout. Et c'est quand on s'investit comme proche, ça demande beaucoup de temps et d'énergie aussi. Ouais. Donc, ça, c'est reconnu selon mes lectures, selon aussi les psychologues et les gens qui aident les proches aidants. Hein. Aider, c'est une chaîne. Donc, il y a beaucoup de répercussions au niveau de l'anxiété, beaucoup de répercussions au niveau aussi de la dépression et de la culpabilité à ce niveau-là. Donc, c'est la vulnérabilité, dis-je, implique aussi les proches aidants autant que la personne qui est aidée. Donc, ça devient un cercle. Et comment on fait à ce niveau-là pour prendre soin de soi? Et ça devient le défi aussi parce que des fois, on est proche aidant, donc nous-mêmes, on a des enfants, on a une famille, on a une carrière, tout ça. Donc, comment on fait pour répartir cette conciliation-là sans vivre dans l'anxiété, la dépression et la culpabilité? Donc, ça, c'est une question qui est quand même assez importante. Et plusieurs avançaient qu'il faudrait presque un programme pour aider même financièrement les proches aidants, parce que ces gens-là jouent un rôle de santé, là, plutôt que d'avoir à hospitaliser quelqu'un, ben, la personne proche aidante va comme aider la personne. Donc, elle vient soulager le système de santé, mais ça coûterait très, très cher. Donc, il y a comme un beau projet, mais ça ne peut pas se faire sans beaucoup d'argent, tout ça, là. Parce que je pense que s'il y avait de l'argent, à mon avis, je ne sais pas si c'est ce que tu as vu aussi, mais ça aiderait beaucoup à des gens de dire, par exemple, je vais prendre un emploi à temps partiel plutôt que temps plein, là, je vais pouvoir consacrer plus de temps en étant payé un peu, là. Bien, en fait, là, je ne pourrais pas aller très loin au niveau là, financier, mais effectivement, il y a en ce moment des mesures au gouvernement qui sont prises pour apporter un certain appui aux proches aidants. Ouais. Bon, on ne parle pas, le travail reste à faire, on a du chemin à faire, mais ce sont des mesures qui sont prises en ce moment, effectivement. Encore une fois, aussi au niveau de l'assurance chômage, mais ça, c'est un autre dossier, mais
on peut être rémunéré en tant que proche aidant, mais la problématique en ce moment, c'est qu'il faut que la personne soit absolument en fin de vie. Donc, on parle d'une fin de vie là, qui est imminente. Donc, en tant que proche aidant, ça devient aussi un stress financier énorme, hein, aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Et au niveau des congés, ça, c'est intéressant au niveau du travail, c'est que en fait, on a des congés familiaux, on a des congés pour des journées de deuil, hein, quand quelqu'un décède physiquement, mais ça dépend de l'employeur en ce moment, c'est très aléatoire ou très à la discrétion, là, je ne sais pas si c'est ce que je dis là, mais à la discrétion de l'employeur si on offre ou non un congé de proche aidant. Donc ça, c'est de plus en plus des mesures qui sont prises là, pour soutenir ces gens-là, mais reste que la pression psychologique est assez forte et encore une fois, au risque de me répéter, la culpabilité hein, de vouloir soutenir ces gens-là. Donc ça devient un peu un amalgame d'émotions aussi pour la personne qui aide parce que ça devient quelque chose qui est dur à soutenir, puis dur aussi à expliquer à l'entourage. Et probablement que la personne qui aide aussi se sent coupable en disant peut-être j'ai pas nécessairement l'énergie et le goût de m'occuper autant, même si la personne est proche puis qu'on l'aime et tout ça. La personne aidante, des fois, elle n'est pas capable, tout simplement. Puis c'est peut-être là aussi l'espèce de sentiment de on se sent coupable parce qu'on devrait, en principe, l'aider parce que c'est notre proche, mais en même temps, on n'est pas capable. On est au bout du rouleau. Là. Ça arrive souvent, des proches aidants qui disent on est tellement épuisés. Là. Puis il y a un principe, et puis ce que tu dis est vrai. Puis ce qui est intéressant, c'est que selon certaines études, c'est que les proches ne sont pas informés des ressources existantes. Hein, dans le flot là, de justement là, les urgences, vouloir aider, tout ça. La plupart des gens ne sont pas au courant qu'il y a des groupes de soutien. Il y a des maisons de répit. Il y a des activités. Là, on en parlera tantôt, encore une fois, des ressources, mais il y a des façons aussi de faire une conciliation à tout ça et de se protéger pour pouvoir prendre du temps pour soi parce que comment peut-on aider les autres quand nous, on ne va pas bien? Hein? Ça, c'est un principe de base. Donc, et aussi, un autre phénomène aussi, c'est que certains proches aidants par la culpabilité, par un manque de compréhension d'eux-mêmes parce que ça va vite, ont tendance à minimiser leurs propres besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de voir et il y a des ressources qui sont disponibles. Il y a la psychologie classique, donc le rôle du psychologue dans ses interventions auprès de ses proches aidants-là est souvent amené à utiliser de l'éducation psychologique, une thérapie cognitive, une thérapie aussi pour discuter des tenants et aboutissants. Donc ça peut être une option. Mais il y a plusieurs organismes comme l'appui, hein, l'appui aux proches aidants. Il y a White des femmes aussi, le White des femmes de Montréal qui offre en fait des ateliers pour les proches aidantes. Ça peut être super intéressant au niveau de ces ressources-là. Ouais. Mais surtout, ce qui est important selon ce qu'on voit, c'est de tenir compte de ses propres besoins. Donc, chaque proche aidant, autant que chaque proche aidé, vit une réalité qui est la sienne. Donc, une réalité propre à la sienne, donc d'apprendre à mettre ses limites, mais aussi de voir quelle est la relation avec l'aidé. Donc, c'est toute une situation hein, qui peut être quand même assez complexe et qui peut engendrer un sentiment de fardeau. Oui. Et même pour la personne aidée, hein, là, je parlais de perte de mémoire et tout, mais une personne aidée, ça peut être quelqu'un qui a une autre maladie. Ça peut être juste physique, tu sais, c'est ça, effectivement. Oui. Elle a besoin d'aide, mais puis elle-même peut peut-être se sentir mal par rapport en sachant que la personne aidante a de la difficulté à faire cette aide-là. Là. Absolument, parce que quelquefois, on inverse les rôles. Hein? Donc, c'est l'enfant qui va soutenir le parent. Donc, le parent qui a toujours été habitué ou, entre guillemets, qui a pris soin de l'enfant, les rôles sont inversés. Ouais. Donc, on parle de toute une démarche là, psychologique qui devient extrêmement complexe, là, de même dans l'inconscient. Ève, il y a plusieurs ressources. Je pense que tu parlais tantôt, c'est important, les gens qui nous écoutent, parce qu'on parle, mais je pense qu'il y a des ressources importantes. Ce serait bien de les mentionner, de prendre le temps de les mentionner, si tu veux. Oui, alors, comme je disais, là, il y a le White des femmes qui offre en fait des ateliers avec de l'art-thérapie, des ateliers de méditation pour les proches aidantes spécifiquement. Donc, c'est le whitedesfemmes.org. Il y a tout un répertoire sur le site de l'appui de ressources là, qui sont très utiles pour les projets. APPUI, oui. On cherche à appui? Tout en un mot, lappui.org. L'appui, OK. Oui, tout à fait, l'appui qui notamment vient
vient particulièrement en aide aux gens qui souffrent d'Alzheimer et de troubles cognitifs, mais ça peut s'étendre un peu plus loin. Ouais. Et le temps d'une pause, tout en un mot.org, ainsi qu'Aidant naturel Sud-Ouest, que j'ai une ressource que j'ai trouvée intéressante, plus petite mais intéressante. Donc, aidant au pluriel sudouest.org. Ben, c'est excellent. Merci beaucoup, Ève Cardinal, d'avoir été des nôtres et de nous avoir amené ce sujet. C'est la première fois, je pense, qu'on parle de ce sujet-là, la santé mentale du proche aidant. Très important. On va en parler de plus en plus, je pense, dans le futur. Merci beaucoup et à une prochaine chronique. Plaisir. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est le moment du bloc Espresso allongé et la suite des citations célèbres sur le mensonge. T'en as encore beaucoup dans ton... J'en ai plusieurs. Ouais. Faut croire qu'il y avait beaucoup de menteurs à travers l'histoire. C'est intéressant toujours quand même de lire un peu quand c'est un ramassé comme ça. On peut avoir une idée un petit peu selon les époques. Oui, on apprend des choses. Oui, ça fait réfléchir. Oui. Alors, je continue avec les citations célèbres sur le mensonge. Il y avait Cicéron, homme d'État, homme politique et philosophe. Il avait dit « Celui qui a l'habitude du mensonge a aussi celle du parjure. » Oui. Ce qui est un peu la même chose. C'est un peu le mensonge en cours. Il y a un proverbe hébreu qui dit « Le mensonge n'a qu'une jambe, la vérité en a deux. » Ouais. Il y a un certain dénommé, tiens-toi bien, il s'appelait Manumax. En fait, il s'appelle Manumax. Il est né en 1945. Il est toujours vivant. C'est un retraité de la Restauration en France. Et il fait aussi ce qu'on appelle du géo-coaching. Oui, en tout cas. Et puis, Manumax a dit « La rumeur, c'est un mensonge qui naît dans la rue et meurt dans la vérité. » Ouais. Il y a George Herbert. C'est un pasteur anglican, poète et orateur anglais du début du 17e siècle. En fait, c'est George Herbert. Il avait dit « Ose dire la vérité, rien ne mérite un mensonge. » Et il y a un proverbe arabe qui dit « La corde du mensonge est courte. » Il y a Samuel Butler, qui était un écrivain britannique décédé en 1902. Il avait dit « Le meilleur menteur est celui qui fait servir le même mensonge le plus longtemps possible. » Il y en a des bons menteurs, mais ils finissent par se faire démasquer. Oui, c'est juste que ça prend plus de temps, à les découvrir. Ouais. Il y a un proverbe russe qui dit « La vérité est bonne, mais elle blesse. Le mensonge est mauvais, mais il engraisse. » Ouais. Quelqu'un dit aussi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Des fois, ça peut choquer. Hein, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il y a Philippe Bouvard, qui est animateur et journaliste français contemporain. Plusieurs le connaissent ici au Québec. Il avait dit « Le vrai responsable d'un mensonge n'est pas celui qui le commet, mais celui auquel on le destine, parce qu'on sait qu'il ne supporte pas la vérité. » Ouais. Il y a M. Steve Lambert, un acupuncteur, auteur, libre penseur canadien. Il vient du Nouveau-Brunswick. Il avait dit « Une plume au vent est comme un mensonge. Elle ne peut plus être corrigée. » Ouais. Un proverbe malgache, le mensonge ressemble à la ceinture. Il n'attache que son propriétaire. Ouais. Il y a du vrai là-dedans. Il y a un proverbe juif qui dit « Avec un mensonge, on va loin, mais sans espoir de retour. » Il y a Martine Chaudet qui... En fait, c'est une citation d'internaute, donc c'est une dame française contemporaine. Elle a dit « Il n'y a pas de plus grand allié que la vérité pour soigner un honneur souillé par le mensonge. » Il y a Antonin Artaud, de son nom complet Antoine-Marie-Joseph-Paul Artaud, né à Marseille en 1896. Il avait dit « L'action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. » D'accord avec ça? Ouais. Il y a Denis Diderot, c'est un artiste, écrivain, philosophe décédé en 1784. Il avait dit « Les avantages du mensonge sont d'un moment et ceux de la vérité sont éternels. Mais les suites fâcheuses de la vérité, quand elle en a, passent vite et celles du mensonge ne finissent qu'avec lui. » Il y a William Shakespeare, le célèbre écrivain et poète anglais. Il avait dit « Avec l'amorce d'un mensonge, on pêche une carpe de vérité. » Il y a M. Frank Borclac, un écrivain français
décédé en 1905, il avait dit « Mieux vaut un mensonge bien gardé qu'une vérité retardée ». Ouais. Je sais pas. Peut-être. Ouais. Ensuite, on a plutôt Madame Monique Moreau, qui est poétesse et philosophe française. Elle avait dit « Avant qu'un jour il ne vous ronge, n'entrez pas dans les affres du mensonge. » Il y a Shakira, la chanteuse célèbre, chanteuse, danseuse, etc., née en 1977. Elle avait dit « Je préfère une vérité laide à un joli mensonge. » Oui, ben c'est un peu ça. Ouais, oui, hein? C'est vrai. Il y a un monsieur qui s'appelle Yves M., qui est retraité ingénieur, spécialiste des parfums et cosmétiques en France. Il avait dit « Certaines personnes sont douées pour le mensonge et la tromperie avec un aplomb inné. » Il y a un personnage fictif, c'est-à-dire le Dr House, qui avait dit « C'est dans le mensonge que la vérité commence. » La série, c'est une série télé, oui. Ouais, c'est ça. Il y a M. Frédéric Beigbeder, qui est pardonnez ma prononciation, un artiste, critique, écrivain et journaliste contemporain, né en 1965. Il avait dit « La polygamie est entièrement légale en France. Il suffit d'être doué pour le mensonge. » Et il y a un proverbe français qui dit « Qui dit un mensonge en dit 100 ?» Ouais. Et en tout cas, je vais m'arrêter là-dessus. Peut-être que je poursuivrai à un moment donné. Mais on peut chercher, je pense, le site, tu peux le rappeler. Là, le site, ça s'appelle leparisien.fr. Puis on peut chercher, c'est ça, la liste des citations célèbres sur le mensonge. C'est intéressant. Merci Pierre pour ça. Et puis, une prochaine peut-être citation célèbre, on va l'attendre éventuellement. On y revient de temps en temps. C'est toujours le fun. C'est toujours bien. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce cette semaine, alors Pierre Laporte, merci beaucoup d'avoir amené tes citations célèbres. Oui, bien, c'est un de mes dadas, comme on dit. Oui, à la demande générale. Oui, à la demande du général. Ou comme tu dis, à la demande du général, c'était sur le mensonge cette fois-là. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci également pour ta mise en onde. Bienvenue. Et je remercie aussi notre invitée en début d'émission, Émilie Gervais, qui nous a parlé du Rassemblement pour la santé mentale. Émilie Gervais travaille à l'ACSM Montréal. Notre collaboratrice Ève Cardinal était des nôtres également. Elle nous a parlé de son sujet, santé mentale du proche aidant. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.